à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo prédiction banlist. Donc c'est toujours amusant, c'est toujours sympa et ça permet aussi de faire un petit récap vite fait de comment a été la précédente méta, donner son ressenti parce que récemment dans Dragon Ball ça a souvent été des banlists d'ajustement puisqu'il n'y a pas vraiment eu de power creep en termes de puissance de deck, donc c'est souvent de l'ajustement, on nivelle un peu le niveau du jeu par le bas pour enlever tout ce qui est unfair, donc c'est des balises d'ajustement. Donc il y aura des choses à dire, parce qu'il y a quelques decks qui sont un petit peu au-dessus des autres, on va en parler lors de cette vidéo. Donc pour faire globalement une petite introduction, on est sur le format qu'on a eu déjà depuis le CDF, donc le format n'a pas trop bougé depuis des mois. Globalement c'est le même jeu depuis la BT14 avec la banise BT14, c'est le même jeu depuis qu'ils ont touché à Boujak Égide et à Zamasu CP et à Galactic Buster. Tout le temps Galactic Buster, mais Galactic Buster a été touché pour rendre moins abusé le bleu. Ça a fait mal au bleu, hein, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de bleu au CDF. Il y a quelques SS qui ont fait des bons 5-3. C'est ce qui était des beaux résultats, mais on a vu que des SS, quelques-uns des bleus rouges, du bleu jaune aussi, parce que ça tournait autour de Kefla, qui est une carte qui, en termes de puissance, se suffit à elle-même. Donc, tu mets un archétype de pioche de SS autour, ça tourne, mais c'était pas trop une synergie de deck, c'était Kefla centré, avec SS et ses unissons qui sont très très impactants, surtout quand tu détapes deux. Mais le bleu en a morflé de cette ban, et le jaune est resté toujours le meilleur deck de la méta, voire les deux si on compte Cell Surge, même si Cell Surge c'est à proprement parler un deck Cell Surge. Là il y a de la discard, il y a du vert, il y a du jaune de mettre des choses en inertie, mais c'est un deck Cell Surge, c'est un terrain à part entière. Voilà, peut-être bientôt même être débarrassé des decks Surge. Voilà, petit teasing sur la prédiction baliste. Donc bien sûr, voilà, on commence le disclaimer parce que on va pas assumer. Je vais assumer mes prises de position, donc on commence par dire déjà que je ne suis pas méta-testeur, donc ce n'est pas mon métier. Voilà, il y a des gens qui sont payés pour faire ce genre de choses et prévoir les banlistes, voir les synergies à venir et les anticiper. Par exemple, les ratas du Black Smoke, les méta-testeurs ont testé avant les autres l'introduction de Black Smoke dans Gogeta Xeno, donc ça c'est préventif. Pour ce qui est de l'errata de l'unisson Dark Broly, c'est un errata dû à l'arrivée future de Spirit Boost. Ça c'est du méta-testing. C'est tester plein de decks que on ne peut pas tous en tant que joueur ou passionné faire, parce que je l'ai dit, c'est pas notre métier, on est là pour jouer, on joue les decks qui nous plaît, on n'est pas là pour tester tout ce qui est possible et existant. Et aussi on ne connaît pas les sorties à l'avance, donc c'est possible que par exemple l'unisson Dark Broly ça a été raté 2 BT en avance, quoi. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Là, j'ai attendu d'avoir à peu près, grosso modo, tout ce qui sortait de la BT16. Là où je parle, manque juste les promos winners. Donc, voilà, on a bien pu regarder qu'ils sont arrêtés de faire que les promos soient le moteur principal d'un deck. Donc, c'est toujours une bonne chose, on peut toujours le saluer. Mais du coup, rien de fondamentalement ban par rapport aux promos. Il y a plus des choses intéressantes dans les sorties de cartes BT16 par contre. Donc on va attaquer tout de suite avec le deck qui a dominé la méta, je trouve. Bon, il y en a deux, mais même trois. Mais pour moi c'est le deck le plus consistant, peut-être le plus stable, et celui qui a un peu plus fait parler dans cette méta. Donc on va partir directement avec Icarus. Donc Icarus. Pourquoi je commence par Icarus? Parce que c'est le deck qui a gagné le championnat du monde, c'est le deck qui a gagné le national américain. Il est arrivé en finale après le national américain et championnat du monde, c'est la même personne, c'est Hans Rodeval, qui est peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Du coup, ça aide aussi le deck, mais je sais qu'il y a Treferklos qui a fait top 16 avec ce deck là. Il y a Giancarlo Paradiso qui a fait top 32, mais il était autour de la 20e place. C'est un deck qui a eu énormément de bons résultats. C'est un deck qui a vraiment eu des bons résultats. En France, il y en a eu plusieurs dans le top 16. 3-4, je pense. Il y a Brian Landon qui a été en finale. Une finale un peu spéciale face à Cell Surge, dû à un warning qui a fait une DQ et qui a fait qu'il y a eu 2 games sans side. Donc, du coup, bon, il a affronté Cell Surge en face. Donc, peut-être que c'était un deck qui potentiellement pouvait être champion de France. On ne sait pas. On ne saura jamais. En tout cas,
En tout cas, Jérémy Rossignol a bien mérité sa victoire, mais c'est un deck globalement qui, sans ça, il pouvait pas tenir Cell Surge. Ça, c'est une certitude. Attends, j'ai envie de dire quel deck sans ça il peut tenir Cell Surge. Peut-être Gogeta Xeno, suivant la composition du deck, mais globalement, pour moi, Cell Surge est imbattable en BO1. Il a un win rate qui est colossal. Je pense en BO1, il a un win rate qui est colossal. Mais on en parlera après, c'est pas le sujet. Donc pour Icarus, donc on a un deck qui pioche énormément, parce qu'on a un éveil draw 2. On a un tour d'éveil où on draw 1 sur l'attaque, draw 2 sur l'effet du leader d'éveil, et draw 1 sur l'activation principale. Donc on a un éveil draw 4, voire 5 si on prend un PV. Mais bon, pour moi, prendre un PV, c'est pas vraiment draw, ça apporte de la ressource en main, mais c'est toujours de la ressource que tu auras eu quand même à un moment dans la game, parce que la plupart des leaders tapent, donc c'est quelque chose que tu aurais en main. C'est toujours intéressant de s'éveiller quand tu as 5 PV avec Icarus, parce que du coup tu vas piocher un de plus dans ton tour d'éveil, tu vas gagner le petit monstre en plus, donc c'est très très fort. Ces pièces principales, donc là globalement, il joue retour d'Engine, il joue des contrip, des cartes qui, quand tu le poses, tu pioches 1 et qui ont un deuxième effet, parce que bon, maintenant le jeu a suffisamment évolué pour que les cartes qui sont jouées qui piochent 1, à une époque c'était juste fort tout seul, maintenant il y en a plein qui ont un autre effet en plus. Voilà. Donc il joue le Wissa 1 éventuellement, parce qu'elle a un effet Floodgate contre certains match-ups qui les tapent. Elle va jouer le Slug A1 pour jouer ce Slug A3, qui est très fort, qui est une force principale du deck. Elle va jouer la Poutine, elle va jouer cette engine, elle va jouer puissance d'un Super Saiyan, elle va jouer le contre Mecha Freezer que j'ai pas mis, elle va jouer l'Unisson Trunks. Il y a beaucoup de choses. Il y a la one-off de Bergamo, de Basile ou 3 suivant les goûts et les couleurs. Mais 4 super combos. C'est un deck classique. Après, la force de ce deck là, c'est de faire un CA colossal, piocher, essayer d'avoir le maximum de cartes qui font du 1 pour 1, neutraliser les ressources adverses avec les deux cartes qu'il y a sur les côtés, que ce soit Poutine, tu poses une ressource, tu l'inclines, et Slug, où l'adversaire ne peut pas piocher par des effets, donc du coup toi tu continues à stacker ton CA, à faire ta rentabilité, à faire du 1 pour 1 avec ton Goku assistance qui fait l'effet Giant Ball. Tu vas piocher un pendant que l'adversaire pose des choses et du coup brûle des ressources, et lui pendant qu'il crame des ressources que tu contres avec Poutine et avec Slug, et ben il peut pas revenir. Juste en fait avec Poutine tu lui annules ses ressources, avec Goku Steel Farce, avec Goku Assistance tu annules ses ressources, et Slug en fait empêche même l'adversaire ne serait-ce que de pas faire du -1 lorsqu'il essaye de faire des ressources. Donc le combo des deux, plus la puissance, plus le mecha stop turn, etc. En fait ça fait beaucoup de synergies qui font que toi tu fais ta pioche, et l'adversaire en face brûle des ressources, et plus le temps passe, plus tu vas faire du CA sur son dos, plus sa main va s'essouffler, et plus tu vas le tuer. Globalement, Icarus c'est un deck qui fait un OTK. En fait il te tue en un tour. Il te tue en un tour, que tu es à 4 ou 3 PV, peu importe. En fait il va te tuer à partir du moment où il va voir que tu n'as plus de ressources. Lui il peut tenir longtemps, il peut même mettre Foudis, même si Foudis c'est une option très intéressante dans ce deck là, mais ça fait pas tout. Contrairement à plein de decks, Foudis ne fait pas tout dans ce deck là, il est pas aussi, je trouve, prépondérant que SS, ou SS, s'il pose Foudis il a gagné. Icarus ça arrive souvent qu'il gagne en ayant posé Foudis, mais moins. C'est moins global parce que c'est avant tout, il t'essouffle quoi. Et il a moins un gros bord. Donc pour les cartes problématiques de ce deck là, déjà l'un des gros problèmes de ce deck là, et c'est ce qu'on voit, et il peut y avoir souvent une disparité dans le jeu, c'est qu'on se retrouve avec des decks, il coche toutes les cases du leader qui est fort et qui peut être problématique et qui peut prendre tarif à la baniste. Parce qu'il demande un engine qui n'est pas imposant, il demande 4 skillless ou 5, c'est selon les goûts. Il a plus de 10 cartes en main assez aisément dans la partie. Donc du coup tu vas toucher tes cartes, tu vas avancer dans le deck, tu vas pouvoir creuser dedans, donc toucher toutes tes pièces qui te font piocher et avoir accès aux cartes importantes de ton deck. Et il est générique. Il est Saiyan, donc voilà. Être Saiyan dans le jeu c'est plutôt une qualité parce qu'on a accès à des choses en plus par rapport à d'autres decks. Et du coup, comme j'ai dit, l'engine c'est 4 ou 5 cartes, donc du coup t'as... Parce que dans ce deck là ça joue même un peu plus de 50, parce qu'on peut se le permettre vu comment ça pioche. T'as à peu près t'as 50 free spots quoi. Donc quand t'as 50 free spots dans un deck,
dont tu déduis les super combos et les contres, mais voilà, c'est colossal, c'est colossal. Donc tu peux faire n'importe quelle fantasy, tu peux te permettre de juste mettre des cartes fortes, et tu as une capacité de side qui est importante. Le seul inconvénient, heureusement, sinon le deck aurait été craqué, c'est qu'il est assez faible en énergie. Après, son stop turn, le Mecha Freezer, coûte 1. Voilà. Il fait du mal. Donc, pour essayer de réguler ce deck-là, qui quand même trust un peu tous les tournois récemment, pour moi, toucher Poutine serait une bonne chose. Donc, Poutine, déjà, ok, à la unique, mais le fait qu'elle ait barrière et qu'elle soit gratuite, et que, en fait, tous les tours, elle puisse gérer une ressource, c'est trop. Par exemple, rien que. Et c'est pas une question de. Par exemple, moi, je suis un joueur qui joue souvent noir, je joue aussi d'autres decks, mais tous ont le point commun que ils meurent un peu sur Poutine si t'arrives pas à la gérer. Donc moi quand je joue Gogeta ça va parce que je peux la gérer avec la rare. Mais par exemple si Gogeta aussi est touché à la banlise, c'est-à-dire que tout le noir, le rouge, il y a une carte qui va sortir pour pouvoir la gérer, mais globalement ça fait cher pour gérer une carte qui coûte 0. Le rouge ne peut pas gérer cette carte. En fait, tu ne peux pas la gérer. Le jaune peut le faire. Le jaune peut le faire maintenant, mais ça va lui coûter cher. En fait, tu as une carte qui coûte 0, et l'adversaire, si tu veux la gérer parce qu'elle a un effet footgate qui est assez important, il va devoir payer des énergies. Donc quoi qu'il arrive, même si tu te la fais gérer, tu as rentabilisé ta carte. Elle t'a coûté 0. Je précise sur elle coûtait 0. Elle demande un setup qui est minimaliste dans le jaune, c'est-à-dire d'incliner une carte pour la poser. Donc tu joues 4 puissances d'un Super Saiyan dans ton deck. Tu peux jouer des super combos Zamasu. Bon, c'est même pas au petit parce que bon, t'as suffisamment de trucs qui inclinent. Avec tes 4 puissances et ton mecha stop turn, c'est-à-dire que le mec incline un truc pour taper sous mecha, hop, tu poses ta Poutine gratos. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses qui font que cette carte arrive. De plus, on a pu noter sur la dernière extension que il sortait une Margarita qui coûte 2, qui a le même effet. Et un Trunks dans le deck Trunks du futur qui coûte 1 en Exevol, qui a lui aussi barrière, mais il coûte 1. Et il coûte 1, donc ça fait beaucoup de cartes qui ont le même effet que Poutine. Je pense que il est temps qu'elle parte. Et encore, Trunks c'est un peu moins fort dans le sens où c'est la carte qui arrive, l'unisson qui arrive qui est couchée. Elle peut choisir n'importe quoi à partir du moment où il y a une carte qui est posée. Ce qui est très fort. Je pense que Poutine partira parce qu'elle arrive gratos. Il y a un peu une chasse aux sorcières de la free value dans le jeu, et vraiment elle apporte vraiment une value colossale, et il y a des decks qui n'arrivent pas à la passer. Il y a des decks qui meurent sur Poutine. Que des decks meurent sur certaines cartes fortes, pourquoi pas. Par exemple, il y a des decks qui meurent sur Dormante, mais c'est plus une orientation de deck globale. Là, il y a des decks qui meurent sur Poutine, c'est une carte qui arrive gratuit, quoi. C'est même pas un contre, elle demande pas de setup fou dans le jeu. C'est une carte qui arrive gratuitement, donc c'est compliqué. Surtout que bon, on essaye de booster les effets d'Arrivol en ce moment. Il y a pas mal de cartes, il y a des cartes qui vont sous la warp, etc. Donc du coup maintenant plus le jeu avance, et plus en fait tu hardcastes plus. Donc en fait Poutine va trigger tout le temps. En fait dès que tu veux faire un truc, t'es niqué par Poutine. Donc pour moi Poutine est une des cartes, je pense que c'est là très fort en prédiction, elle va partir. Pour le Slag A3, c'est plus une analyse par rapport à des tests. Le lien 2, déjà si Poutine part, je me disais que le lien 2 allait plus difficile, donc du coup c'était une carte qui avait plus de chances de rester. Après j'ai vu le deck Trunks du futur. Le deck Trunks du futur, voilà, même ses drop 1 en barrière. Slug, il y a des decks qui meurent sur Slug aussi. Slug au moins il a le mérite de coûter 1 pour le drop 1, puis re 1 pour le jouer. Mais Slug, je serais pas sûr à 100% qu'il part. Je dirais qu'il y a plus de chances que par exemple puissance d'un Super Saiyan se fasse toucher plutôt que ce soit Slug. Mais à voir. Parce que les decks. Le problème aussi de cette analyse là, c'est que les decks jaunes qui arrivent sont très très forts. sont très très forts. Donc en fait, c'est pour ça que au départ, je voulais parler d'Icarius. Parce que j'avais peut-être une idée d'errata d'Icarius. Parce que ce qui est fort, c'est qu'en plus d'avoir un éveil draw 2, dans l'esprit, c'est un leader qui draw 2 par tour, parce que si son attaque leader se fait pas annuler, il combo le petit monstre, il repioche. Si on changeait l'activation combat du leader pour le fait de piocher 1 sur une combo de petits monstres en une fois par partie, du coup ça deviendrait juste un leader normal.
il ferait un gros moment de pioche au moment où il s'éveille, mais ça lui enlèverait le côté de j'ai un leader qui draw de par tour. Et du coup, ça le rendrait un peu plus fair. Mais pour moi, ça passerait. Si on fait ça, bah ça toucherait le leader, ça enlèverait, ça calmerait un leader générique pour booster les prochaines sorties, qui sont quand même très fortes, parce que la BT16 est globalement une super extension. Mais pour moi, ça se fera pas sans le ban de Poutine et sans toucher Slug. J'aimerais qu'elle soit touchée parce que je trouve que c'est une carte qui est assez forte et qui. C'est toujours pareil en fait. Qu'une carte soit forte, oui, ça va. Par exemple, j'en parlerai peut-être dans Gogeta Xeno. Après, c'est peut-être aussi de la mauvaise foi de ma part parce que je joue plus Gogeta Xeno que Slug. Mais pour moi, en fait, une carte qui est forte et qui est aggro, c'est toujours gérable parce qu'il y a toujours dans le jeu des nouvelles cartes contrôle qui peuvent arriver, qui peuvent gérer une carte. Par contre, une carte qui empêche de jouer l'adversaire, parce que Poutine et Slug sont des cartes qui t'empêchent de jouer, littéralement. Déjà, c'est des cartes, un mec qui tombe face à un Decrog, il pose ces cartes-là. Le Decrog, à part certaines Decrogs qui ont des spécificités propres de pouvoir gérer des cartes qui ont barrière, etc., il a perdu. Il a instantanément perdu. C'est des cartes que la plupart des Decrogs ne peuvent pas gérer. C'est souvent des cartes qui sont directement sur le radar de Mani. Surtout que là, on va rajouter des drop 1 dans le jaune qui ont barrière. Puissance d'un Super Saiyan, c'est. Je vois pas une banlise de pour puissance d'un Super Saiyan, peut-être une limitation à 1. Ça ferait peut-être beaucoup de limitations à 1 dans le jaune, hein, que ce soit une puissance, un Bergamo. Mais il ramène un Goku Black pour Zamasu, qui fait l'effet d'un demi-Bergamo, un peu, qui se joue depuis la Warp. Donc il se recrée des problèmes avec une carte qui est forte. Surtout que bon, la combo avec le Zamasu à 5 qui a Aegis, qui lui quand il active Aegis il incline une carte, après pour le prix de l'Aegis tu fous le Goku Black et t'inclines une deuxième, ça fait un Bergamo. C'est fort. Je trouve que c'est un peu comme Poutine, surtout qu'ils ont sorti la nouvelle extra, la rare qu'il y a dans toutes les couleurs, la Royaume des Dieux. Pour 1, tu pioches 1 et t'inclines de battle. Ça ressemble un peu à l'effet de puissance. Je pense que puissance prendra. Je pense que puissance prendra, il sera réduit à 1. En termes de prédiction, je pense. En termes de souhait, est-ce que je souhaite que puissance soit touchée? Ça me dérangerait pas. Une limitation, une semi-limitation, je la trouverais plus fair parce que ça éviterait un peu des puissances que tu fais en début de partie qui empêchent l'adversaire de commencer un peu d'aggro pour essayer de te mettre sous pression dans le jaune qui sont voués à être des decks uniquement contrôle. On le remarque de plus en plus, en même temps c'est la couleur qui est comme ça. Ah, le fait que tu en aies 4, bah, tu le fais tout le temps en fait, tu pioches un, tu avances dans ton deck, tu gères une petite ressource adverse, si t'en as un voire deux, déjà si t'en as un ça devient une carte qui est très importante, donc tu vas pas la gaspiller, si t'en as deux, tu vas y faire au moins attention, si t'en as 4, bah tu le fais dès que c'est un minimum intéressant, ce qui est assez fort quand même. Pour ce qui est du mecha stop turn, moi j'y toucherai pas parce que bah faut pas déconner, enfin un moment, un mecha stop turn, c'est un des meilleurs stop turn du jeu en early parce que en early il y a très peu de cibles sur les terrains pour incliner. C'est une carte qui n'impacte pas les unissons, on est quand même dans une méta Unison Warrior, donc du coup les unissons sont centrales dans le jeu, donc il a quand même une faille. Si tu joues un deck qui joue des terrains, un ou plusieurs terrains, bah, la carte ne te gêne absolument pas. C'est un stop turn qui est très impactant en early, certes, mais c'est un stop turn qui est gérable, il prend tous les CP de la terre, voilà. Sa grande force c'est qu'il coûte 1. Et qui demande un setup d'énergie qui est minimaliste. Par exemple, pour comparer avec Hero Prospect qui coûte 1, bah le setup d'avoir une mission c'est déjà plus handicapant que les énergies. Ou alors dans le noir la KSR, bah, c'est pareil, 3 cartes en war pour des decks noirs, bah, c'est famélique. Mais la Kai n'est pas stop turn, elle gère bien les battles, mais elle n'est pas du tout stop turn comme peut l'être un Mecha Freezer. Mais c'est une très bonne carte. Moi je trouve ça très fort Mecha Freezer, mais je trouve que c'est une carte qui est nécessaire parce que t'enlèves Mecha Freezer au jaune, bah, il se fait allumer quoi, il va repartir sur du Kinto ou du puissance interdite. Mais ça lui permet d'avoir une carte qui n'est pas une brique en main, en plus ça lui fait un peu de présence de board dans une couleur qui en manque peu. Pour moi toucher Mecha Freezer ce serait trop, et pour moi c'est un peu abusé de réclamer la banise de Mecha Freezer. Là pour moi dans le jaune, si elle est rata, l'activation combat d'Icarius, voire le ban direct du leader, parce que je pense que le jeu devrait tendre directement sur
sur des bans de leader plutôt que des ratas 50 000 cartes pour nerf des decks, comme on l'a vu avec Dark Broly. Tu bannes directement un leader. Voilà, par exemple, Vegex, ils ont essayé de ban plusieurs fois les engines parce qu'ils voulaient pas toucher un leader qui était en starter, donc il était un peu intouchable, je sais qu'il sortait de nouveau starter. Pour moi, en fait, pour les leaders BT, tu peux te permettre de littéralement le bannir directement, comme ça tu massacres pas les engines et tu les laisses utilisables pour les autres decks, mais en même temps, bah, tu crées un renouvellement en bannissant juste un leader. Voilà, c'est plus tranquille. Donc on va passer au deuxième leader. Le deuxième leader qui est Soul Striker. Donc pourquoi j'en parle? Parce que ça fait pas mal de bruit aux États-Unis. Donc ils ont un peu découvert Soul Striker, là, les Américains, ils ont testé pas mal en bleu-jaune. Pour eux, la version bleu-rouge ne les intéresse pas, alors que moi je la trouve très forte, elle a toujours été très forte pour moi. On part sur du bleu-jaune, il y a du renfort bleu-jaune, il y a constamment du renfort bleu qui arrive, du renfort bleu-jaune, avec les cartes Biruste, le Mission Grand Prêtre. Les Américains se plaignent de SS en disant qu'il faut le ban de manière préventive parce qu'en fait il pourrait pas y avoir, parce qu'ils se plaignent qu'il n'y ait pas de carte forte bleue parce qu'ils trouvent qu'en fait du coup c'est à cause de SS. Que Bandai ne met pas des cartes bleues fortes à cause de SS. Je pense que Bandai non, ils font pas ça, mais après c'est que mon avis. Voilà, c'est que mon avis. Quand on voit les idéaux des développeurs Bandai qui disent que c'est It's time to shine, c'est le moment de briller pour SS. Alors déjà, nous, avec notre vue de français, bah non, parce que bon, SS, il brille déjà depuis un an quand même. C'est depuis la BT11, il est consistant, depuis la BT12, il est top méta. Il brille déjà pas mal. On en a déjà assez vu, il est temps pour lui de partir. À voir, parce que je sais que Bandai écoute beaucoup tout ce qui est influenceur Dragon Ball aux États-Unis. Énormément la commune américaine, c'est la commune un peu centrale pour tout ce qui est du TCG. C'est possible que du coup SS prenne. C'est possible qu'SS prenne. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je sais pas. Pour moi, c'est un peu un leader qui tient un peu toute la couleur. Après, en vrai, le leader il est là depuis longtemps quoi. Ah, il est là depuis la BT10. Pour moi, ce serait pas incohérent qu'il parte. Il a quand même un effet fort, c'est d'étape 2 tous les tours à partir du moment de l'éveil. C'est quand même un peu fort. Après, si leader reste, moi ça me gêne pas trop. Si leader reste, pour moi ça me gêne pas trop parce que je pense pas que ce sera un tiers 0. Par contre, oui, ce serait pas anormal que ce leader là, bah voilà, il s'en aille. Parce qu'on sait jamais, oui, c'est toujours possible de faire une decklist abusée avec SS, c'est toujours un deck qui est sur le fil du rasoir en termes de radar baniste. Mais par contre, pour moi, ce qui m'importe un peu plus peut-être dans le bleu, surtout si SS reste, c'est ce petit parasitique, donc ce petit unisson parasitique. Je suis pas pour le ban, parce que je vais pas trop bannir des cartes. Je vais pas trop bannir des cartes comme ça, parce que j'aime bien qu'on puisse utiliser certaines cartes, et le fait de bannir, je trouve que c'est toujours embêtant d'un point de vue financier. Parce qu'il y a des gens qui achètent des cartes, bah, c'est toujours bien de pouvoir les jouer si on aime bien la carte. Je suis plus pour certains errata. Après, bon, si la carte pose problème de manière générale, bah, autant la bannir, comme ça c'est réglé. Mais sur le parasitique, je serais pour un petit errata un peu léger. Pour moi, le -5 pose problème. Le -5 pose problème, c'est l'interaction qui est unfair. Tu fais un -5, après, tu peux pas contrer. Tu peux, hein, mais l'adversaire a juste à défausser 2 cartes et il te fait le Golden Avenger, ou il te fait un CP Trunks, ou il fait ce que tu veux. Mais en fait, quand tu vas contrer, tu vas donner à ton adversaire la possibilité de faire de la ressource sur ton truc parce qu'il va annuler ton contre et poser un 34 triple frappe qui gère une battle et qui pioche un. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est quand même une carte qui est forte. Et ce qui me gêne là-dedans, en fait, c'est que tu poses pour 3, tu fais le +2, t'es déjà à 5. Donc on est dans une couleur qui a Baby Hatchak, par exemple. On est dans une couleur qui a une énorme capacité de défense. Et en fait, le fait... Par exemple, je peux la comparer au -7 de Minson Végétaux Vert, qui est très fort. Minson Végétaux Vert, comme il coûte que 2, tu peux te permettre de l'ignorer 2 tours. Mais ce baby parasitique, en fait, lui, tu ne peux pas ne serait-ce que l'ignorer un tour. Et donc pour moi, il faut changer ce -5. Soit tu l'enlèves parce que tu penses que l'interaction n'est pas gérable et qu'elle va partir. Soit tu le laisses quand même parce que c'est quand même une interaction, je trouve, qui est intéressante quand même pour les decks bleus et qui rend plus que jamais Golden Avenger une carte utile dans le jeu. Et l'interaction me gêne pas tant que ça. Le -5 fout 10, -5 Freezer, c'est unfair.
Mais si on le transforme par exemple en -7, déjà ça permet déjà à l'unisson d'être... Ça te laisse un tour de plus pour toucher ta SCRK si tu la joues. Ça te laisse aussi un tour pour taper l'adversaire, voir ce qui se passe, et, et pouvoir ignorer l'unisson. Là, parce que là, le fait de pouvoir prendre un -5 instantanément, c'est un peu fort dans le sens où bah, tu peux pas te permettre d'ignorer l'unisson un tour. Je trouve ça un peu fort. Et surtout que bah, s'il a 5, tu l'ignores un tour et qu'il refait +2 à 7, là c'est mort. Là c'est mort, c'est trop tard. Il peut défendre largement 3 marqueurs sur un unisson, en mettre un en dessous et c'est bon. Le -5 il est parti, il gère le -5 comme il l'entend. Et ça je trouve ça un petit peu problématique. Pour moi c'est l'interaction un petit peu problématique du bleu. Après comme j'ai dit elle est aussi forte dans SS. Dans les autres decks bleus là elle serait anecdotique. Pour moi si SS reste, pourquoi pas changer ce -5. Après si on veut plus de problème avec le bleu, on peut bannir SS, mais je trouve que c'est un peu tôt au niveau de la couleur. Je trouve que la couleur a pas assez de backup pour exister de manière très très impactante dans la méta. Pour moi, si SS part, j'ai peur que le bleu ne soit plus du tout une couleur qui peut top, qui puisse peut-être pas top, mais gagner un event. Et je le regretterai un peu fortement. C'est un peu une couleur, c'est la couleur la plus mythique, je pense, du jeu. C'est la couleur du premier starter. C'est la couleur qui permet d'avoir plein d'énergie. Surtout que SS, bah, c'est un reboot d'un ancien starter qui est aimé par le jeu, par les fans. Il arrive dans le classeur, normalement pour moi c'est un argument qui faisait que bah, le leader ne prendrait rien. Après c'est un classeur de collection, mais pour moi ça la fout toujours mal de bannir une carte et qu'après on veut vendre juste après. Donc, pour moi il sera pas touché. Par contre ça risque d'être tricky en termes de si on veut sortir du renfort. Pour moi c'est un leader qui sera dans les radars. En termes de prédiction je dirais qu'il sera pas touché. Après, ça m'empêchera pas de vanner tous les joueurs bleus en disant que SS va être, va être ban pour les emmerder. Mais pour moi, le juste milieu, si on garde SS, ce serait au moins de toucher à cette mission parasitique qui crée des interactions qui sont vraiment unfair, je répète encore une fois de plus. Donc le deck suivant. Donc ce deck, c'est sans doute le deck qui, je pense, fera le plus consensus en termes de banlist. Cell Surge, c'est un deck qui est là. Pour moi, c'est un deck qui relève du manque de méta-testing de la part des méta-testeurs, des gens qui doivent gérer la banlist. Les gens l'ont dit, quand Zamasu CP a été raté, ça veut dire que Cell Surge pouvait avoir aucun contre à son Dark Brolité 3 et que c'était débile. Les joueurs l'ont dit instantanément, les gros joueurs Cell Surge ont dit on va gagner le national tranquille. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Mais Cell Surge a eu des énormes résultats. Certains ont joué exprès Mechikabura en counter Cell Surge, qui était un très beau counter. Mais pour moi, Cell Surge déjà est un deck qui en PO1 a un win rate absolument débile. Voilà, la discard, voilà, il y a Dabra qui est une réponse à Cell Surge, mais il peut tourner autour très fortement, mais je pense qu'en BE1, Cell Surge a un win rate absolument incroyable. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis longtemps. D'ailleurs, tous les decks qui ont eu ce win rate là, je pense en BE1, ils ont été bannis. Donc comment faire pour réguler ce deck? Donc pour moi, sa discard est trop forte, c'est de la discard, c'est une mécanique qui, encore le fait d'incliner des trucs, c'est une mécanique très frustrante qui va y toucher la banlist. Alors la discard, quand elle est trop forte, ça c'est une mécanique qui est instantanément bannie. Donc pour moi, si vous jouez Cell Surge, vous pouvez vous attendre quasiment à 100% à ce que le deck soit banni. Après ça n'engage que moi, c'est possible que ce soit pas touché. Hein. Mais pour moi, ça le sort. Donc comment faire? Donc beaucoup parlent du fait de mettre un errata à Ribrian, qu'il faut que le leader soit mono vert. Le multi va revenir dans pas longtemps, donc pourquoi faire ça, je trouve. Voilà, ça m'embête. Voilà, je le dis, pour moi ça m'embête. Rosie est une carte qui pour moi sera dans le radar parce que c'est une carte qui est très forte. Voilà, pour 3, la déflexion triple tri-off, tu défausses 2. Donc pour moi, ce sera toujours une carte qui pas pose problème, mais qui sera très forte, donc peut-être elle sera surveillée. Je pense pas qu'elle sera touchée. En fait, pour moi, la chose elle est simple. Je vois pas pourquoi on fera un errata sur Ribrian qui est aussi forte que dans Cell Surge et qui est très peu jouée dans les autres decks verts, voire pas du tout. Et que Rosie, qui est une très bonne carte pour le vert, mais qui est pas une carte qu'on fait tous les tours et qui est colossalement abusée, ou quand l'adversaire la pose, t'as gagné. Dans Cell Surge, quand il la pose, il a gagné, parce qu'il t'a mis à 0 carte en main. Donc du coup, le triomphe, tu peux pas la gérer. Mais dans les autres decks, bah, c'est une carte qui apporte un gros push, qui peut être un bon finish. Mais voilà,
Quand il la pose, il n'a pas forcément gagné. Faut qu'il faut qu'il ait géré de la ressource avant et il faut qu'il travaille sa victoire, faut qu'il l'obtienne. Donc pour moi c'est simple, comme j'ai dit pour Icarius, bon, on a juste à bannir le leader, il y a juste à bannir Cell-Surge, il a fait son temps, il a de la discard qui est trop forte, il est là depuis la BT9, ça va faire BT16, ça va être sa 7ème BT, sans compter les BT entre deux avec les DB, etc. Donc pour moi il est temps que Cell-Surge parte, et après s'il y a des joueurs Cell-Surge qui prennent du plaisir à jouer, bah j'en suis désolé, mais pour moi Cell-Surge est un deck qui a une discard qui est trop forte. Pour moi mettre un adversaire à 0 carte en main T3, c'est pas quelque chose qui devrait arriver dans le jeu. Littéralement, c'est même pas... c'est pour moi ça ne devrait même pas exister. Après c'est que mon avis personnel, parce qu'il n'y a rien de pire dans le jeu. Franchement, à un local, un gars se pointe avec un deck normal, il se prend Cell-Surge, il finit avec 0 carte T3. Quelle est la notion de fun pour lui dans le jeu? Alors qu'il y a plein de mecs qui jouent Cell-Surge ou de nana, hein, qui jouent Cell-Surge et qui vont prendre du plaisir à discard l'adversaire, du plaisir sadique. Mais aussi il faut penser que la plupart des gens qui jouent au jeu et qui réclament les bannis, c'est des gens qui viennent s'amuser au local, et tu peux pas t'amuser au local quand tu tombes sur un Cell-Surge, c'est pas possible. Quand tu joues Cell-Surge, oui, mais quand tu joues contre un Cell-Surge et qu'il te met 0 carte en main T3, c'est pas possible de t'amuser. Donc en fait, plutôt que commencer à envisager des errata sur ta produit, errata sur Ebrian qui est l'errata le plus demandé, pour moi c'est simple, hein. T'as juste à bannir le leader, et après le vert il est totalement fair, il est totalement normal. Je vois pas pourquoi on devrait commencer à taper sur des synergies possibles, sur des decks verts à venir, où les decks verts bah, ils ont le droit de s'amuser, pour juste, alors que c'est juste le leader Cell-Surge qui va être touché. Tu veux plus que Cell-Surge soit top méta, tu veux plus qu'Icarus soit top méta, bah tu bats juste le leader, ou tu fais un errata destructeur. Mais voilà, tu gères le problème du leader et le deck va couler de source. Après, j'ai pas dit juste bannir Icarius sur le leader Icarius, parce que pour moi il y a du stuff jaune qui arrive en plus et qui, la synergie de tout ça, va créer des decks qui sont pour moi craqués. Il faut toucher un peu le goût de stuff jaune, parce que là il est trop fort. Il n'y a que des decks qui arrivent où il y a beaucoup de pioches, donc en plus d'être fort, t'es sûr de le toucher. Mais là pour moi Cell-Surge, bah, le problème il est vite réglé, hein, t'as juste à ban le leader. En parlant de leader, on va terminer avec un autre leader qui trust les meilleures places des tournois et qui pour moi va être touché, Gogeta Xeno. Donc Gogeta Xeno, deck très très fort, un des decks les plus aggro de la méta par défaut, parce que pour moi c'est pas un deck aggro, il n'y a qu'une seule carte qui est aggro dans le deck, c'est le Gogeta promo. Après oui, il joue plein d'auto-éveil, donc ça peut être considéré comme c'est aggro les auto-éveils. Mais bon, c'est pour faire perdre un PV à l'adversaire, faut que tu te prennes un PV aussi, donc t'amenuises aussi ta défense. Donc c'est efficace contre les decks qui ont que des briques en main et qui peuvent pas défendre en early, et qu'après t'as juste à caler une double frappe et tu mets ta main, tu gagnes. Mais c'est pas les T1 quand tu tapes avec qui embêtent le plus les joueurs. Donc on y reviendra en parlant de la SR. Donc pour moi la promo qui apporte un gros push d'aggro et qui peut-être tient toute la couleur noire avec elle. Donc au départ je disais qu'ils auraient pu mettre un Saya Nami sur l'Union Fusion. Quand on voit la sortie du nouveau Trunks Xeno, etc., je pense que c'est pas d'actualité. La carte vient d'être reprint, c'est la carte la plus achetée sur Card Market aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens qui réclamaient la banlise de ce Gogeta là, c'était tout simplement des gens qui avaient le sub de pas la jouer, ou de pas l'avoir acheté. Oui, à la porte, un gros push de ressources, parce que pour à la double frappe, avoir su battle tous les tours des 4 attaques, c'est chiant. À la Unix, ce qui fait qu'en fait, t'as juste, entre guillemets, pour la contrer, t'as juste à contrer son attaque. Et une fois qu'elle est en inertie, bah, à la warper une battle, mais t'as juste à contrer son attaque. Et après, elle est gérée, donc tu dois contrer une attaque par tour. Ce qui est faisable dans la plupart des decks contrôle, quand même, en ce moment. Bah, c'est quand même assez facile. À la Rift T1, oui, c'est fort. Après, pour moi, en fait, il y a des manières plus intelligentes de toucher le noir, de toucher surtout le leader Gogeta, que de cut cette carte des possibilités du noir et de flinguer la couleur. Parce que tu enlèves cette carte dans la couleur noire à un moment, allez, c'est quasiment les flinguer. Il y a des hard counters qui existent pour cette carte. Tu peux toujours la CP Freezer. Le bleu, il te fait un Goku Giant Ball dessus. Bah, c'est lui qui a fait de la ressource sur ta gueule, hein. Il pioche 1, il te met un bloqueur. Et toi, t'as payé 1, t'as une battle qui est en inertie unique, donc tu peux même pas la rejouer.
Donc t'es niqué. Contre le jaune, c'est une carte globalement que tu vas même pas pouvoir poser à partir d'un certain moment, où il peut te mettre un Goku Dragon Ball. Donc pour moi, c'est une carte qui est parfaitement gérée. Surtout que là, les extras Royaume des Dieux qui sont faits dans toutes les couleurs, j'ai l'impression que la première ligne de la carte, c'est si c'est votre tour et qu'il y a un Gogeta promo sur le terrain, vous le gérez, que peu importe la couleur. Si c'est vert, tu le KO. Si c'est jaune, tu le KO. Si c'est rouge, tu lui mets moins 30 000. Si c'est bleu, tu le mets sous le deck. Si c'est noir, tu le mets en warp. Donc c'est plus une carte qui va poser problème, puisque pour autant d'énergie, maintenant l'adversaire peut la gérer. Donc pour moi, c'est la Terry Print, ils sortent une carte qui permet de manière uniforme de la gérer. Voilà, tu n'as même plus besoin de jouer Max Power Kamehameha en sac, tu peux jouer une carte de ton archétype qui met plus 10 000 à une de tes cartes. T'as même pas besoin de la taper pour la gérer, juste tu tapes le leader adverse, tu mets de la pression avec 10 000 et tu gères le Gogeta. Pour moi, maintenant cette carte est devenue tout ce qu'il y a de plus faire. C'est un peu comme quand des gens réclamaient la banliste d'Emira Espace Temps Obscur en A2. Enfin maintenant, ça fait 2 BT maintenant que la carte ne pose absolument pas de problème. Parce qu'il y a des contres qui sont arrivés pour la gérer. Et que c'était une carte qui, à partir du moment où elle coûte plus cher au joueur qui veut la poser en ressources qu'au joueur qui va la contrer, bah tu la joues pas. Donc du coup là, Gogeta promo, ça va être une carte qui coûte autant à l'adversaire qu'au joueur qui la joue. Donc du coup tu vas la jouer, tu vas faire un push, et l'adversaire va parfaitement la gérer, et elle apporte un dessus. Et du coup maintenant elle apporte suffisamment de ressources au joueur pour qu'elle soit toujours jouable, et qu'elle tienne la couleur et qu'elle apporte des choses intéressantes. Mais en même temps elle va pas coûter suffisamment de ressources à l'adversaire pour qu'elle soit ingérable et que du coup elle soit bête. Pour moi elle sera pas touchée. L'ASR, si on touche autre chose que le leader, pour moi c'est la première carte qui sera sur le radar. Pour moi, le leader va prendre. J'aurais pu mettre la Kaya 1, mais je pense que la Kaya 1 ne sera pas touchée parce qu'elle apporte des choses intéressantes dans le jeu. Et pour moi, il y a un moyen de la rendre un peu moins jouable, ou voire peut-être plus jouée. Donc je pense qu'elle sera toujours intéressante en touchant le leader. Mais pour moi, la SR, elle est à toucher parce que en fait, c'est la carte qui gêne le plus l'adversaire. Les decks qui sont vraiment Gogeta Geno et le Hard Counter, parce que ça va mettre les 2 T1 qui peuvent être des Floodgate. Donc pour moi cette carte là, en termes de ressources, tu la poses, tu pioches un avec le leader, et après tu repayes un et tu joues 2 cartes depuis ta ward. Donc en termes de ressources, tu poses une carte, tu pioches un, et après ça te fait 2 cartes sur le terrain, ça te fait 2 battles sur le terrain qui en plus peuvent faire un effet discard à l'adversaire. Donc en termes de ressources, vous voyez l'accumulation juste pour 2 énergies, ça devient vite très très fort. Paradoxalement, c'est une carte qui contre certaines couleurs n'est même pas jouée, parce qu'elle n'est pas intéressante. Mais pour certaines couleurs, par exemple je pense directement au bleu, je parle aux couleurs où tu veux gérer l'unisson très vite dans la game, c'est une carte qui met un impact important, et c'est une carte qui permet dans Gogeta Xeno, par exemple en miroir ou autre, les tours de kill les plus faciles, parce que tu vas jouer des cartes qui ne sont même pas de ta main, qui apportent un potentiel d'agression énorme, et c'est une carte qui est meurtrière. Peut-être passer cette carte là à 1 serait une solution qui serait plus viable, parce que tu fais une fois l'effet de le mettre sous le deck et de ramener 2 cartes, à part si tu as quelque chose pour mélanger dans Gogeta Xeno, ce qui arrive très peu, bah la carte tu ne vas plus l'avoir de la game. Donc du coup tu es débarrassé. Donc du coup maintenant si tu veux poser des T1, Goku et Vegeta, bah va falloir les poser de ta main. Du coup tu vas faire un CA négatif, là où je joue avec cet SR là, tu vas faire un CA positif parce que tu vas même pas les jouer de ta main. Mais pour moi, cette limitation 1 va s'ajouter à quelque chose qui pour moi est nécessaire en termes de renouvellement du jeu, comme Icarus qui doit être touché parce qu'il faut changer le leader, il faut apporter un renouveau dans le jeu, Cell Surge qui doit être banni. Pour moi le leader Gogeta Xeno doit être touché. Donc, par exemple j'en discutais avec Kenny de la fameuse Team 0, il m'avait donné son avis qui était, pour moi en fait je suis totalement ok avec ça, j'étais pas spécialement, j'avais pas pensé à ça, pour moi en fait son idée est très bonne, donc je vois pas pourquoi j'ai inventé une idée ou m'offrir la paternité de cette idée. Bon, je pense que d'autres personnes que lui ont peut-être eu l'idée en même temps, mais moi je l'ai eu grâce à lui. En fait il veut tout simplement faire un Vegex-like en termes d'errata. Bah, en fait tu non éveillé, éveillé, bah, quand tu vas juste voir P3, ce qui augmente beaucoup plus la RNG en début de partie. Tous les joueurs Vegeta Xeno sachent que sur les 2 premières meules à 5, si t'as pas un Goku, un Vegeta, c'est chiant parce que tu fais du CA négatif sur tes fusions, ce qui rendra les Gogeta plus fers et l'empilement de CA fait par le leader moins important. Et deuxièmement, ce qui est broken dans Gogeta Xeno, c'est que T1, tu warp un Gogeta, un Goku, et tu poses promo et tu pioches un.
ça c'est broken, ça c'est la combo qui est broken, c'est la combo en termes de ressources qui est énorme, et en fait en faisant meuler que 3 cartes, bah tu diminues de manière énorme les chances d'avoir un Goku, un Vegeta. Déjà que des fois sur 2 meules de 5 tu as pas un Goku, un Vegeta, alors là si tu fais 2 meules de 3, c'est comme si tu avais fait qu'une meule, et ça arrive souvent que dans une meule t'as pas un Goku, un Vegeta. Et le fait de moins meuler comme ça va aussi peut-être réduire l'utilité, voire peut-être certaines personnes vont peut-être cut la Kai promo de leur deck, parce que bah, la Kai promo, si tu dois la meuler pour qu'elle soit rentable. Si tu la combo de ta main, déjà c'est moins super. Donc faut voir. Après, c'est possible que moi le leader, je serais pas non plus étonné qu'il soit pas touché. Et qu'il soit toujours dans la méta, parce qu'il y a quand même des gros decks qui sont sortis qui peuvent lui tenir la dragée haute. Les 2 decks jaunes, le Goku U7, à voir si SS est touché ou pas. Il y a quand même des bonnes cartes. Le vert, j'ai pas encore trop d'avis dessus, je suis assez dubitatif. Pour moi, les points de vie, c'est aussi des cartes qui sont apportées en main. Donc commencer avec moins de points de vie, c'est dangereux en termes de CA. Le rouge est fort, Goku U7 c'est fort. Comme j'ai dit, le jaune est très fort. Trunks Zeno, il sera jouable, qu'il y ait Gogeta dans la méta ou non, il sera jouable. Il fait énormément de CA, il a beaucoup moins de RNG que Gogeta et Zeno, donc pour moi il pourra peut-être le gérer aussi. Donc pour moi, toucher le leader de Gogeta serait une bonne chose. Après pour moi, si juste la SR est limitée, pour moi le deck déjà serait beaucoup plus fair et empêcherait des loops qui créent énormément de pression à l'adversaire et qui permettent de faire du end control, surtout pour le bleu. Donc pour moi c'est à peu près tout sur la banlist. J'ai fait très long pour une banlist prédiction, je m'en excuse. Peut-être que on verra sur la chaîne si on fait une vidéo en réaction à la banlist. Je pense que si j'en fais une, ce sera à plusieurs, j'en ferai pas une tout seul. Là, je me suis prêté au jeu de la prédiction de la banlist pour, je pense, pourquoi pas. Bah, déjà, ça me permettait un peu de discuter de la méta. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez ne serait-ce qu'aimé cette méta, parce qu'elle a traîné en longueur, un peu comme je l'ai dit depuis octobre, c'est un peu le même jeu. Pour vous, n'hésitez pas à mettre ce qui va être touché, donc ce que vous voulez aussi qu'il soit touché, parce qu'il n'y a pas qu'une. Moi j'ai fait un peu dans la prédiction de pour moi ce qui devrait toucher. Bon, des fois c'était vite dans la frontière de ce que j'ai envie, de ce que j'ai envie plutôt que de je pense qui va être touché. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres hits qui seront faits parce que comme j'ai dit, je suis pas méta-testeur, je sais pas ce qui va être fait à l'avance, etc. Mais pour moi ce serait ban Cell Surge, Errata Icarius, ban Poutine en termes de récapitulatif, limitation de puissance, Slug à 3, avoir, et Errata Leader, Gogeta Xeno et limitation à 1 de la SR, voire à minima limitation à 1 de la SR. Pour moi ce serait une bonne banlist, ça permettrait de remettre les decks en avant. Comme j'ai dit, la BTC est excellente, elle apporte beaucoup de choses. Ça permettrait de niveler la banlist sans pour autant vraiment le niveler vers le bas. Ça permettrait à plein d'autres decks qui sont cool d'être là et de ne pas avoir des decks qui ont des gros hard counters. Après pour moi, si je devais encore souligner sur la prédiction, pour moi le jaune est obligé de prendre. Et même s'il y a forcément des joueurs jaunes qui vont avoir un petit peu la jaunite, c'est-à-dire le fait de dire que dans les cartes dans ton dans ta couleur, elles sont totalement équilibrées, qu'elles ne doivent pas être touchées. Ce qu'il faut pas oublier dans le jeu, c'est que si la banlist elle est ratée, il y a quelque chose qui arrive très fréquemment, c'est des banlists d'urgence. Et si vous sabrez le champagne parce que Poutine ça reste, et que par exemple Slug à 3 ça reste, et que Pouvoir dans Super Saiyan ça reste, et qu'ils ont fait l'erreur de juste ban Icarius, vous allez manger 3 fois plus derrière, parce que vos decks jaunes qui vont arriver, Zamasu et surtout Zamasu et Trunks, ils vont peut-être être tier 0, et là ça va pas être une banlist, ça va être une banlist d'urgence. Et si on regarde avec le recul toutes les banlists d'urgence, il n'y a pas de modération dans les banlists d'urgence, c'est découpé à la tronçonneuse des decks, donc vous allez peut-être vous faire exploser la couleur parce que justement ils n'ont pas assez régulé le jaune sur la banlist. Vraiment les joueurs jaunes, je sais que c'est toujours chiant de se faire toucher à la banlist, mais je vous souhaite vraiment d'être touché à la banlist justement plutôt que passer par une banlist d'urgence les banlists d'urgence c'est assassin. Bon, en tout cas c'est à peu près tout pour cette banlist prédiction, je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star, salut.